des super teams. Ouais. On a abordé tout ça, on a parlé, mais forcément, super team, ce qu'on veut, ça se construit. Exact. D'accord. Ça se construit. Donc, est-ce que on doit construire une team autour d'un joueur et on fait le petit truc ou autour de plusieurs joueurs? Bon, de toute façon, peu importe la construction, il faut pouvoir, il faut qu'on sache avec quoi et autour de quoi on construit et comment on fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Il faut savoir aussi faire les choses correctement. c'est ça, parce que moi, quand je vois par exemple, je vais pas aller très loin dans les époques parce que ça serait trop Sinon, remonté, mais on va se faire remonter, aller jusque début des années 80, ouais, jusqu'à maintenant. Quand vous regardez tous les premiers tours de draft, majoritairement, c'est des intérieurs. Quand j'ai premier choix de draft, on va dire les 10 premiers, sur les 10 premiers, il y a peut-être 60% c'est des intérieurs. Ouais. Parce que on part du principe que c'est autour du pivot, donc celui qui est plus près du panier, où on va construire une équipe pour gagner le titre. Mais il y a des exceptions. C'est vrai que Jordan on critiquait aussi, non, comme dans The Last Dance, on voyait, oui, mais comment ça lui, il fait même pas 2 mètres et tout. Voilà, déjà, rien que ça, ce commentaire de dire qu'il fait pas 2 mètres pour construire une équipe, c'est faussé. Parce que quand on regarde, je prends l'exemple de Isaiah Thomas, il faisait 1m82, ils ont construit Détroit autour de lui, et c'est ce qui a amené aujourd'hui que Détroit a gagné 2 titres de suite, après des années de lutte pour pouvoir être la meilleure équipe de la conférence Est. Des luttes avec Boston, et des luttes également avec les Lakers. C'était une exception. Ouais, mais c'était l'exception de l'époque, mais quand tu regardes, par exemple, la mythique draft de 84, Jordan avait. Ola John, ça aurait pu être un échec, par exemple. Ola John, ça aurait pu être un échec en termes de construction. Je m'explique. Houston a construit autour de Ola John. Ok. Ils font une finale 2 ans plus tard contre Boston. Ils perdent. Traversée du désert pendant 8 ans. Pendant 8 ans, une grosse traversée du désert. Et puis, à l'époque, Ola John, c'était un bagarreur. Donc, et avec les dirigeants, c'était compliqué. Et il y a eu des changements de coach très réguliers jusqu'à ce qu'il tombe sur Tom Janovich en 92. Et ça a été compliqué, ça a été une galère. Ils avaient du mal à construire. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, on construisait qu'autour d'un joueur. Il n'y avait pas de super team, ça n'existait pas spécialement à ce moment-là. Et ouais, ça a été une galère. Ola John, ça aurait pu être un échec. Il a fallu que Jordan aille à la retraite pour que Houston commence à gagner. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas dire que Ola John, c'est un échec, c'est une réussite. 2 titres de suite, surtout que le deuxième titre est encore plus beau que le premier, pour moi, parce qu'il finit 6ème de la conférence Ouest. Ouais, c'est quand même bon qu'il prenne ses titres, quand même. Non, je ne dis pas qu'il était mauvais. Ola John, pour moi, techniquement, c'est le meilleur intérieur de tous les temps. Mais c'est vrai qu'il avait vraiment explosé, vraiment, ouais. À ce moment-là, quand la dernière année de Jordan avant sa première retraite, jusqu'à 97, Ola John, injouable. On peut me dire ce qu'on veut, même si chaque, de manière dominante, on va dire puissance puissance physique, il était au-dessus. Mais techniquement parlant, personne jusqu'à aujourd'hui ne égale à Hakeem Olajuwon. Si des Kobe, des LeBron, des Antetokounmpo sont partis prendre des cours avec lui par rapport au poste bas, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si aujourd'hui, le fadeaway Jordan l'a créé, mais Olajuwon l'a remanié. Et pour les intérieurs, faire un fadeaway, c'est très rare. Quel intérieur de plus de 2,8 m faisait des fadeaway comme Olajuwon? Ça n'existait pas. Et comme je dis, il a créé, en fait, il y a eu des bébés Olajuwon qui sont arrivés derrière. Embiid, c'est un bébé Olajuwon, par exemple. Bien sûr, ouais. C'est un bébé Olajuwon. Et je dis Embiid, mais bon, là, de visu comme ça, je ne vois que Embiid. Mais il y en a eu plein. Et quand je dis il y en a eu plein, c'est pas qu'en NBA, partout dans le monde. Bien sûr, ouais. Donc, voilà. Et pour moi, Thomas, c'est l'exception en termes de joueur qui ne faisait pas plus de 2 mètres. Mais autour duquel on a construit. Autour duquel on a construit. Jordan aussi. Ouais. En plus, excuse-moi, mais Jordan, lui, il vient de loin. Bien sûr. En vrai. C'est pour ça que bien sûr. Moi j'ai dit, faut donner du respect à Jordan, il faut comprendre l'histoire. Bien sûr. Parce qu'on a tous vu The Last Dance. Ouais. Même ceux qui ont suivi le basket après. Mais je pense que
entre ceux qui ont suivi le basket à l'époque et ceux qui ont commencé à suivre le basket après, on n'a pas la même compréhension, pourtant on a vu le même documentaire, tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, la période de l'époque où on regardait Jordan, nous on l'a vu vers la fin, mais ceux qui ont vu dès le début et qui sont arrivés à ce niveau-là, là où justement il y a ce paradoxe, on va dire, c'est parce que eux ils ont vu comment Jordan a évolué jusqu'à ce qu'il gagne son premier titre et tout. Ouais. Il y en a ils ont vu que, on va dire, par le bouche à oreille. Et par rapport à l'époque à laquelle on est aujourd'hui, certains disent que oui, mais non, il peut pas être le meilleur joueur de tous les temps, alors que les gars, faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on joue la NBA, c'est parce que Jordan a mis la NBA sur la carte du monde. Le basket, à l'époque aux États-Unis, était le 4e sport, voire le 5e sport le plus suivi. À partir du moment où la Dream Team est arrivée à Barcelone, le basket est devenu le 2e sport le plus suivi aux États-Unis. C'est pas pour rien. Donc, et au-delà de tout ça, de tout ce qu'il a apporté par rapport à la NBA, Jordan, c'était le mec que personne ne voyait gagner un titre un jour parce qu'on disait qu'il était trop individualiste. Quand il a compris que le basket, ça se gagne en équipe, il gagne 6 titres d'affilée. Enfin, il gagne 6 titres. Il gagne 6 titres, il y a une coupure entre 93 et 95. Ouais. Il y a sa coupure, mais 6 titres, sans perdre une finale. Il joue 6 finales et gagne 6 finales. Donc il faut lui donner son crédit. Sachant que Chicago, de base, ils ne voulaient pas prendre Jordan au début. Ouais. Ils ne voulaient pas prendre Jordan. Parce qu'ils se disaient, si Portland prenait Jordan, ils allaient prendre Sam Bowie. Ouais. Et quand Portland a pris Sam Bowie, Chicago a dit, allez, c'est bon, on sait qu'on va prendre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait Jack Drexler à Portland. Ouais, donc ils voulaient faire un... Et Portland se disait, si on met Jordan et Drexler dans le même truc, ça peut ne pas coller. Alors que concrètement, vu le jeu de l'un et de l'autre, pour moi, ça allait être un duo de ouf. Ouais. Ça allait être un duo de ouf parce que Drexler n'était pas seulement qu'un simple attaquant, c'est aussi un défenseur. Et Jordan, c'était pareil. Mais voilà, ils se sont basés sur Bowie, on connaît la suite. Sam Bowie, il ne fait même pas 6 saisons. Il arrive, il est blessé, enfin voilà. Ouais. Mais donc pour revenir un peu sur ce que je disais, ouais, Jordan vient de loin. Parce que même dans une scène, et même nous, comme on a vu le basket déjà, on avait commencé à l'ancienne, on avait vu, en fait on s'est vraiment rendu compte du truc, tu vois ce que je veux dire. Et le truc c'est que les mecs ils prenaient de la coke, le truc c'était du... Ah, c'était abusé. Donc lui, pour moi j'aime bien le prendre exemple en termes de construction parce que lui c'est vraiment la base de base. Ouais, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. C'est lui et personne d'autre. Tu peux prendre d'autres joueurs par exemple, je sais pas moi tu prends Houston par exemple, tu vois, ok, il y a Olajuwon mais il y avait d'autres gars à côté. Ah bah oui. Tu vois, il y avait, à chaque fois je confonds les deux noms là. Kenny Anderson et... Non c'est pas ça, à chaque fois je les confonds les deux. C'est pas Kenny Anderson, c'est l'homme il est sur l'émission. Je te jure, à chaque fois je confonds. Kenny Smith, Kenny Smith. Voilà. À chaque fois je confonds Kenny Anderson et Kenny Smith. Bon bref, Kenny Smith, quelqu'un tu vois. Ouais bah ouais. Mais il y a eu... Ouais, il y a eu des joueurs autour tu vois. Mais là c'est Jordan tout court. C'est ça en fait. Et quand il revient et qu'on va lui demander est-ce qu'il faut prendre Dennis Rodman, même s'il ne l'aimait pas à ce moment-là, parce qu'il jouait à Détroit, lui-même dit oui, il faut le prendre. C'est pas pour rien. Pourtant, ils étaient ennemis. Et pourtant, ils étaient ennemis. Quand on va voir Pippen, pour lui dire est-ce qu'on doit prendre Rodman, que même Pippen dit oui, c'est pas pour rien. En fait, c'est là où je vous dis, il y a des joueurs, et c'est pour ça que quand je dis critères et tout, caractéristiques, il y a une aura que tu dois avoir en tant que joueur, on va dire, pierre angulaire de l'équipe. Alors, ton aura peut être ne peut pas être forcé, ça peut ne pas être sur le jeu, ça peut être sur la voix, ça peut être sur la voix et le jeu, ou que sur le jeu. Ouais. Et Jordan avait les deux. Il y avait la voix et le jeu. Ouais. Donc du coup, tu peux que l'écouter. Même si d'autres disent oui, en tant qu'équipier, c'était il n'était pas forcément exemplaire, il avait des propos un peu. Mais les gars, en fait, à un moment donné, si vous voulez gagner, vous êtes obligé d'être dur en fait avec vos coéquipiers. Ouais. Vous attendez du meilleur d'eux. Et après, être le joueur sur qui on construit, ça arrive de te faire recadrer. Pour ceux qui savent, mais Phil Jackson recadrait Jordan. Ah bah ouais. Pourtant, c'était le mec sur qui on entourait et tout, mais il se faisait recadrer. Et pour moi, c'est là où je vous dis que les gens disent que oui, mais non, mais il faisait un peu ce qu'il voulait. Non, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Ah bah oui. Quand à un moment donné, il y a un temps mort, finale 91, il y a un temps mort, et que Phil Jackson lui dit arrête de forcer les tirs, commence à faire des passes si tu veux qu'on gagne, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait des passes. Et Paxson, Steve Kerr qui sauve, et Paxson derrière aussi.
Et Steve Kerr, et encore pour Steve Kerr, lui-même, je pense qu'il s'est rappelé de ce que Jackson lui a dit. Et il s'est dit, vas-y, Steve Kerr il peut nous sauver, je vais lui faire la passe. Et il le fait très bien. Ouais. Et Paxson en 91, pareil. Donc, voilà, il y a aussi ce côté remise en question en fait. Que c'est des joueurs sur lesquels on reconstruit où il faut prendre en compte. Et c'est ce que lui il avait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour beaucoup, il est considéré comme. Donc en gros pour toi, quel type de joueur, après on pourra donner des exemples sans certains noms, mais quel type de joueur serait vraiment idéal, entre guillemets, idéal, j'abuse un peu sur le truc, idéal autour duquel on pourrait construire une équipe. On pourra donner des exemples après. Déjà pour moi, la première chose, c'est déjà c'est joueur hors norme, qui sort du lot. Déjà c'est la première chose, parce que y a des joueurs forts, mais toi tu es extrêmement fort. Je m'explique. Tu es tellement fort que même si tu fais un 0 sur 20 au tir, le dernier tir va te le donner. Wow. Déjà, ça c'est la première chose. Tu peux faire un 0 sur 20, le dernier tir va te le donner, tu le mets. Déjà, ça part déjà de là et du mental. D'être présent dans les moments importants. La deuxième chose, c'est l'aura que tu as autour de l'équipe. L'aura positive que tu vas apporter à l'équipe. Tu vas par exemple, ton équipe gagne que 10 ou 15 matchs l'année d'avant. À ton arrivée, elle en gagne 40 ou 42. Donc déjà, c'est quelque chose de positif que tu ramènes dans ton équipe. Ah mais il y a David Robinson qui a... Enfin, en tout cas, quand il est arrivé, c'est des choses... Ben justement, il est arrivé, il amène ça, mais les espoirs sur lesquels le coach et les dirigeants de l'époque avaient sur lui, il les a pas montrés en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est super intéressant que tu aies parlé de David Robinson, parce que quand Duncan arrive, c'est aussi son premier tour de draft. Et ils ont le même caractère. Réservé, plutôt posé. C'est pas des gens qui sont en mode à se bagarrer en dehors. Ils ont des vies plutôt paisibles, ils sont posés. Mais t'en as un qui fait gagner l'équipe, l'autre non. Après, il y a ça, mais il y en a un qui impose le respect quoi qu'il arrive. Tu le veux ou non. Duncan, par exemple. Ah ouais, lui... Non, mais oui. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe aussi. Non. Tu vois, si on prend les infos que Tony Parker nous a partagées, maintenant je comprends mieux, parce que même moi au début je me dis, mais Duncan il parle pas. Oui, il dit rien. Mais en interne, oui. Mais tu vois, ça c'est des trucs. Tu te dis, c'est vrai que je te dis qu'il y en a qui sont portés sur la voie et le jeu, d'autres que sur le jeu, d'autres que sur la voie. Et t'en as qui sont plutôt discrets en fait, qui sont en mode, ils parlent pas devant tout le monde, mais c'est entre quatre jeux qui vont dire les choses. Ouais. Et quand tu sais que Duncan ne parlait pas à Parker la première année, voilà. C'est limite, tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais à quel moment? Mais en fait, non, c'est pas à quel moment. Pour lui faire passer un message. Tu fais passer un message pour te dire, ok, tu viens d'arriver, mais mon gars, ça va être dur pour toi. Et tu dois gagner mon respect. Et c'est là où je dis que ça a été fort. Et c'est pour ça que je dis que entre les deux, tu vois la différence de caractère. Parce que Robinson, quand Duncan arrive, il est en mode. Tu vois, il caresse un peu dans le sens du poil. Duncan, c'est. Et regarde au final. 4 titres ensemble. Ouais. Après, Robinson, moi je dis, bon, quand même, malgré tout, il avait droit à son respect parce que même si c'est pas le mec dur qu'on attendait, c'était un mec, on va dire, plutôt discipliné, propre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pour ça que quelque part, ça collait pas aussi avec. Comment il s'appelle? Rodman. Parce que lui, tu sais, c'était le genre idéal, le mec propre, pas d'écart et tout, mais Rodman, c'est un peu foufou. Parce que, il y a ce que Rodman dit, et il y a de l'autre côté ce que David Robinson dit. Moi, je n'aime pas son comportement, ces trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Faire ici. Mais justement, tu vois, c'est que, au-delà de. Il n'aimait pas le comportement de Rodman, il n'avait rien à faire ici. Mais ça apportait cette touche de folie en fait qui manquait à San Antonio, tu vois. Est-ce que ça correspond bien à l'identité? Non, parce que le coach à l'école c'était Bob Hill et Bob Hill il n'aimait pas trop. Il en avait marre de recadrer de Rodman à ce moment-là et tout, et il était ingérable. Mais c'est vrai, hein. Mais regarde, il va à Chicago. Phil Jackson, c'est pas non plus le mec qui va gueuler ou quoi que ce soit, mais il sait comment te parler. Parce que je te dis la vérité, moi je me rappelle, tu as vu, personnellement, j'ai commencé à suivre le basket à la fin du premier tripit, tu vois. Et justement, tu sais, à l'époque, on a acheté des magazines 5 majeurs, tout ça. Et du coup, je regarde, je bouquinais, tout ça. Et quand je vois Rodman qui arrive aux Bulls, j'étais étonné de ouf. J'ai dit, mais on n'a jamais eu un joueur comme ça aux Bulls. Tu vois ce que je veux dire? N'importe où d'ailleurs. Bon,
Houston, il y a eu Vernon Maxwell. Ouais, mais c'était pareil, pas le tu même vois, niveau. C'était pas le même Il niveau. était un peu, c'était une teigne, Ouais, un voilà. peu foufou, mais c'était pas un C'était pas le Rodman même niveau. Mais quand même, quand j'ai vu arriver au bout, je me suis dit, bon, ça peut le faire, mais oh, c'est bizarre, tu vois. Ouais, bah oui. Ça correspond pas du tout à l'image de l'équipe. Non, bah non. Ça correspond pas du tout à Jordan. Non, Parce que Jordan, il veut pas ça, lui. Non, lui, justement, il aimait pas ces trucs-là. Les trucs folies, on te demande de jouer, toi tu vas faire la fête. Gars, tu vas prendre un congé en plein milieu de saison. Tu vas voir le coach, j'ai besoin de 24 heures pour aller à 24 heures, 48 heures à Las Vegas. Alors, le coach est d'accord. Et tu restes là-bas pendant 2 semaines. Et c'est Jordan qui vient te chercher pour te faire comprendre qu'en gros, ouais, gros, ça y est là, c'est bon, t'es 2 semaines là, allez, c'est bon maintenant, il faut qu'on gagne un titre. Par contre, ce qui est fort, c'est que le mec, il était bourré, il arrivait, il faisait son taf. Ça, par contre. C'est pour ça que, tu vois, un mec comme ça, Ouais. Au-delà du caractère, Mm. je parle du côté basket, Ouais. il mettait pas de points, Mm. mais il faisait tellement le boulot que je peux me dire demain je peux construire une équipe autour de lui. Ouais. Malgré les écarts qu'il avait. Mais il aurait pu, Mais il aurait pu. Il aurait pu mettre des points. Il aurait pu mettre des points, mais ça l'intéressait pas. Ouais. Mais malgré les écarts qu'il avait et tout, j'aurais très bien pu le prendre dans une équipe pour construire autour de lui, tu vois. De Rodman. Ouais, moi je serais capable. J'aurais été capable. Ah, je sais pas, moi, non, moi, franchement, non. Moi j'aurais été capable. Il est pas discipliné. C'est ça le Mais, problème. ouais, mais il n'est pas discipliné, mais il fait des meilleurs stats des mecs qui sont qui Ouais, vont à la non, salle tout le non, temps. Moi, je suis pas d'accord. Parce que Rodman, il est pas sérieux. Un mec pas sérieux qui gagne 5 bagues, t'as vu ça? Ouais, mais. Tu vois. 5 bagues. En fait. Et qui est successivement double défenseur de l'année. Ouais, mais. En fait, Ah non. il excelle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait faire, il n'y a pas de problème. Mais à côté. Ah, mais après ça, c'est le privé. Ah. Ça, c'est le privé. Il y a un impact. Ah, bah attends. Tu me dis il y a un impact. On en parle d'Iverson ou pas? Bon. On Non, en alors, parle ouais. ou pas? Est-ce qu'on en parle? Ouais, mais il est pas aussi fou que Rodman. Oh! Attends. Iverson, quand il arrive en NBA, on le met meneur de jeu. Ok? Meneur de jeu, tout. On se rend compte que c'est pas un meneur de jeu. Même s'il tournait, alors le truc le plus drôle, c'est qu'il faisait plus de passes. Il faisait plus de. Ah non, il est même kiff au niveau des passes par rapport à quand il était meneur qu'il est passé arrière. Ouais. Alors on le fait passer deuxième arrière et tout, il explose complètement. Mais au final, qu'est-ce qu'Iverson a fait avec Philadelphie? Rien. Après, on va pas se mentir, en 2001. Parce que. Voilà, il fait. Alors en plus, ça c'est un truc qu'il faut revenir. C'est qu'ils font les playoffs 99, deuxième tour, il sort. 2000, deuxième tour, il sort. Été 2000, Larry Brown, il ne le supporte plus, il ne peut plus le voir. Ouais, il court voir le président, il dit écoute, soit c'est lui, soit c'est moi. Le président, il lui parle, il dit bah parle à ton gars. Iverson va voir le président, oh non, vas-y et tout, le coach il me saoule, non, tout ça, c'est ça, je me pars. Le président lui dit écoute, dernière chance. Là, il faut que tu montres que tu sais te tenir. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Donc, bon, peut-être pas au niveau pourcentage, parce que voilà, on sait qu'il y avait un problème avec le pourcentage de réussite, vu qu'il prenait 40 shoots par match. Mais il fait la meilleure saison de sa carrière. Il est MVP. Il est MVP du All-Star Game, MVP de la saison et tout. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe dans ses travers. Ouais. Il sort un album, bon l'album de rap c'était avant, il sort l'album de rap qui est voilà, bref, je vais pas vous mentir, je l'ai jamais écouté, je l'écouterai pas. Chanson, et moi je crois qu'il y avait 50 Cent dedans. Voilà, j'ai dit voilà, Moi j'en connais un ici qui a dosé la chanson, lui-même se reconnaîtra bien comme il faut. Il avait des posters d'Iverson chez lui, il avait toute la panoplie, puis non bref, lui-même il sait, il va se reconnaître. Voilà, moi j'ai dit non, c'est mort, je peux pas et tout. Ouais. Mais voilà, déjà il y avait ça. Après, tu apprends qu'au final, Iverson, il nourrit tout un quartier. Il nourrit ses potes, il nourrit son quartier, il nourrit sa mère, ses enfants. Avec sa femme, c'est compliqué. Enfin bref, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc tu vois, le privé, comme quoi ça peut... Et tu vois la différence de Rodman et Iverson, c'est que Rodman, même si le privé interférait sur le basket, il était sérieux. Ouais. Je dis pas qu'Iverson n'était pas sérieux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu sentais qu'avec le coach, ils n'étaient plus en phase. Oui, bah oui. Ils n'étaient plus en phase. Tu voyais déjà l'année suivante, je crois qu'ils se cassent le pouce et ils sortent au premier tour. Et après, sa fameuse interview, il parle de l'entraînement, tout ça, where is the practice, tout ça.
we talk about the game, on parle du match. Là, c'est pas Tu que parles de il a l'entraînement. perdu un pote, c'est pas ça, un truc comme ça. Ouais, il dit qu'il a perdu un pote. Ok, y a pas de souci, tu perds ton pote. Ouais, tu mélanges tout, mec. Mais reste pro. Ouais, Reste pro. Tu sèches l'entraînement. ouais. Tu sèches l'entraînement. Au pire, fais les choses dans les règles. Tu c'est sais, et c'est là où je vous dis ça, où je dis au final que pour moi, Iverson a fait la c'est un échec. En termes de carrière, Iverson a fait la c'est un échec. Alors, il met Philly. Alors, je dirais pas qu'il met Philly sur la carte, tu vois. Je ne mets pas qu'il met Philly sur la carte des États-Unis. Parce que Philly, il y était déjà avec Julius Erving. Ouais, mais c'est pas pareil. Même si c'est pas générationnel, mais il y a une histoire. Ouais. Et Erving ramène le seul titre à Philadelphie que Iverson n'a pas réussi à faire. C'est vrai. Tu vois? Mais attends, Iverson ramène, on va dire, ouais, on peut dire les choses, hein. Il ramène l'équipe en finale. Il y a des Oui, choses où- c'est pas. Il y a... Mutombo. Bon, Mutombo, Ouais. ok. Après, offensivement parlant, c'est vrai qu'il n'y avait personne. Il y avait On personne. va pas se mentir. Ouais. Bon, en face, t'as une grosse machine, t'as les Lakers. Mais bon. Voilà. Mais après, après ça, c'est un choix des présidents. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pour moi, il n'a pas su. Là où, je vais prendre cet exemple parce que c'est. Voilà, là où LeBron a su faire en partant à Cleveland, partir à Miami, revenir à Cleveland, Ouais. Iverson n'a pas su faire ça. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas su faire ça. Et c'est là où Kobe a su faire avec les Lakers, Iverson n'a pas su faire. Et c'est là que je dis que pour moi, Iverson a fini, c'est un échec. Et il n'y a pas que lui. Hein. Ok, je vois ce Il n'y a que pas tu que lui. Hein. Il y a d'autres joueurs qui ont emmené leurs équipes en finale une fois. veux dire. Et quand tu regardes niveau carrière, construction, réussite, tout ça, bah. Moi, je pense à Carmelo Anthony, par exemple. Ah oui, lui, c'est un échec. Hein. Oh, Denver, un échec total. Denver, au point où quand même Jokic prend son numéro. Ah oui, bah oui, voilà. Denver, c'est un échec total. Pour moi, c'est demain, on doit retirer un numéro, c'est celui de Jokic, pas Carmelo. D'ailleurs, tu sais, bon, ça c'est la petite parenthèse. Un jour, on en parlait, je dis, mais il va retirer le numéro 15. Est-ce que, pour Carmelo, est-ce qu'on retire aussi son maillot à Denver Non, moi, je ne retire pas à Denver. Je le retire à New York, mais pas à Denver. Ok, on est d'accord. Moi aussi, Je ne retire pas à Denver. Je ne retire pas à Denver parce que Jokic, il a pour moi. Jokic, pour moi, il a. Voilà, exactement. Jokic, il a fait oublier tous les joueurs qui sont passés à Denver. Il les a tous fait oublier. Il a mis Denver sur la carte. Entre les deux, pour moi, s'il y a un 15, c'est Jokic. C'est Jokic, bien sûr. Mais de loin. Jokic retirera son maillot, n'est-ce pas, Datch? Voilà, exactement. Voilà, exactement. Non, c'est clair. Pour moi, clairement, Carmelo, tu ne retires pas son maillot. Non, mais je vois pour Iverson, ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, même si c'était le Iverson, oui, il y a eu l'aura, il y a eu tout le truc. Mais c'est vrai que à la fin, c'était un échec. Parce oui. que... Parce que quand tu regardes, ok. quand tu regardes tous les premiers tours de draft, on parle bien de construction autour de construction et tout, parce qu'en général, quand tu es premier tour de draft, c'est pour construire autour de toi. Ouais. Quand tu es dans les 10 premiers, c'est pour construire autour de toi. Ouais. Pour moi, après, quand tu descends dans le classement, Ouais. c'est que tu vas être une pièce rapportée de l'équipe. Ouais, puis il y aura des exceptions. En général, il y a des exceptions, bien sûr. Mais quand tu es dans les premiers choix, c'est toi, c'est sur toi qu'on va construire. Ouais. Et malheureusement, à part Kwame Brown, que je compte pas, et le Kandi aussi, parce que c'était déjà un échec avant qu'ils arrivent, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Mais par exemple, je prends l'exemple de Shaq à Orlando. C'est pas une réussite. Ils vont en finale, à la deuxième, ils vont en finale à sa de draft 92, MVP, rookie d'année en 93. À sa deuxième saison, ils vont en finale. Ils sortent. L'année d'après, ils sont sweepés. Ils sont sweepés 2 fois de suite et après, ils partent. Concrètement, c'est un échec. Penny Hardaway, pareil. Il fait 5 saisons, il se blesse. Sachant que sur les 5 saisons qu'il fait, il y a 2 saisons où il se blesse. Donc la deuxième saison, la première saison, les 2 saisons sont en chaque. Il se blesse. Après, il part à Phoenix. C'est un échec. Chris Webber, Golden State. Il fait une année et il part. C'est un échec. Voilà, là j'ai cité plein de joueurs, mais il y en a d'autres. Mais pour moi, c'est les plus marquants, tu vois. Et c'est là où ça devient un problème. C'est que aujourd'hui, on va prendre un exemple, on a parlé tout à l'heure hors caméra. Zion Williamson, c'est un échec. Pour l'instant, c'est un échec. Pour l'instant, c'est un échec. Ben Simmons, c'est un échec. Voilà. Ben Simmons, c'est encore pire. C'est encore pire. Et c'est pour ça que je dis au final que quand je vois le crédit qu'on donne à certains joueurs, alors que concrètement, niveau palmarès, ils n'ont rien fait. Et tu vois, là on en a parlé aussi hors caméra, même j'en avais déjà parlé, Donovan Mitchell, ça sent l'échec encore une fois parce que à Utah,
Ouais. Désolé. Il n'y a rien eu. Ok, en saison, ils ont tué. Et pour se faire sortir comme ça en playoff, comme si en saison. C'est pas comme si en saison ils étaient 7ème, ils se battaient pour accéder en playoff. Ouais, et encore maintenant avec le play-in, là, ça a encore ajouté une difficulté en plus pour pouvoir y accéder. Voilà, en saison, ils étaient dans le haut du classement. Ouais, mais ouais, non, c'est. Cleveland. C'est pour ça que moi, regarde, moi je veux dire un truc clair. Pour moi, pour l'instant, il est surcoté. Pourquoi? Parce que je parle pas en termes de stats individuels. En termes de stats individuels, oui. Il n'y a pas de problème, il est chaud. Mais ça apporte quoi? Ouais, mais c'est ça. Et bon, en caméra, je n'étais pas forcément d'accord, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand tu regardes, par exemple, l'année dernière, contre New York, bah, ça, je voulais bah, tu m'as retiré le mot de la bouche. C'est vrai que. Échec total. Si c'est pas Garland qui fait le jeu, il avait du mal. Hein. Mais comment, je te jure, New York, je leur donne du crédit, il n'y a pas de problème. Mais Cleveland, quand on a vu la saison qu'ils ont fait, en plus avec la team qu'ils ont, comment ça ils se font sortir comme ça par New York? Et salement. Et... Je suis d'accord, quand Shaq disait que non, Donovan Mitchell, il est ce qu'il est, il n'y a pas de souci, mais il n'arrive pas à faire passer un cap à son équipe. Utah, t'as essayé, ça n'a pas marché. À Cleveland, ça donne quoi? Bah, ça va dans la même direction. Et ce que je crains pour lui, c'est qu'il se refasse transférer. Et ça, comme j'ai dit, c'est une appellation que j'aime donner à ce type de joueur, ça va être un loser magnifique. Parce que tu regardes DeMar DeRozan, je l'aime beaucoup. Bon, après, ça bêtement, c'était Cleveland à l'époque de LeBron, tout ça. Ouais. Mais gros, t'as pas gagné. Et là, Kyle Lowry, il est enfin sorti de ce. Ouais, il est sorti de ce Même lot. si t'en as qui considèrent qu'il est toujours nul. Mais c'est pas grave, il a eu sa bague. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui disent que Kyle Lowry, il est nul. Non, ça c'est abusé. Les gens, ils abusent. Bon, des fois, il balançait des briques, c'était trop. Non, les gars, Kyle Lowry, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Mais bon, sur sa dernière saison, Ouais, mais. En plus, Mais il a eu sa bague. Donc maintenant, Ouais. il s'en fout. Mais lui aussi, il abuse quand même. Des fois, au lieu de faire attention à sa vie, il aime trop le poulet. Bon, bref, il s'en fout, il a eu sa vague. Mais tu prends, même, on peut remonter dans le temps, des Carmelo, super, mais frère, Barclay. t'as pas gagné. Barclay, c'est encore pire. T'as pas gagné, mec. Sean Kemp, c'est pareil. Kemp, Kemp, ça. c'est. Mais tu vois, c'est des joueurs qui ils ont construit des équipes autour d'eux. Ouais. Mais il leur manquait de ce Il leur manquait ce truc. Et. Non, pour moi Carmelo, c'est même pas, il manquait c'est malchance. Parce qu'il tombe sur la il tombe période sur où. Jordan. Il tombe sur Jordan 2 fois de suite. Ouais, c'est mort, il peut rien faire. peut Tu rien peux faire. me dire ce que tu veux, tu peux lui donner la grippe, il peut aller C'est jouer au mort. casino. C'est Jordan, s'il va mort. revenir, ça C'est reste mort. Jordan quoi qu'il Il va arrive. jouer au golf, il va te la mettre derrière. Voilà, donc au final, C'est mort. c'est. Voilà. Mais Barclay, non. Non, Barclay. Barclay, non, c'est un échec. Et c'est pour ça qu'au final, il y en a, ils vont peut-être nous dire qu'on est dur et tout, parce qu'on considère que leur carrière est un échec et tout. Non, Mais c'est je parle pas que leur carrière est un échec, je parle de la construction Ouais, qui a été faite c'est un autour d'eux en termes de franchise player est un échec. Parce que, un exemple tout bête, hein, Ray Allen en tant que franchise player, c'est un échec. Parce que Ray Allen, quand il était la pièce maîtresse d'une équipe, donc de Seattle, parce que Milwaukee, ils étaient 2 avec les Robinson. Ben, ouais, ok, Seattle, ils ont quand même vu un parcours pas trop mauvais, mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Et en fait, les gens, ce qu'ils oublient malheureusement aujourd'hui dans le sport, tout sport confondu, tu peux être le plus grand talent du monde, mais si tu ne gagnes pas, ça ne sert à rien. Bon, ça, en fait, ça c'est un peu bâtard parce que. Mais malheureusement, c'est. Mais c'est la réalité, hein. Non, mais c'est vrai parce que en même temps, tu fais toutes ces saisons-là, pourquoi? Bah, pour gagner. Pour gagner. Parce que tu fais pas, tu t'arrives pas à 20-21 saisons juste pour te dire j'ai joué 21 saisons. Bon, après, t'en as peut-être qui sont là pour le plaisir de jouer, pour aller en NBA, peut-être que ça c'est un objectif. Ouais, mais moi je pense que ça c'est plus la mentalité d'aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ils vont dire je suis NBA pour être NBA. Même si je suis sur le banc, je touche mes $1 million par mois, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais en fait, quand tu vas partir, qu'est-ce que tu vas laisser comme souvenir? Ouais, t'es pas un compétiteur. Bah oui. Moi je prends l'exemple de. Comment ça s'appelle? Excuse-moi, tu prends Carmelo Anthony, t'en as qui essaient de trouver des excuses. Je dis Carmelo Anthony, au final, il a pas gagné. Pour moi, lui, il peut pas mentir en disant ouais, tu sais, quand il a fait sa petite vidéo là, Ouais. où il a annoncé sa retraite. Non, moi, t'as pas tout accompli dans ta carrière, t'es un menteur. Bah oui. Parce que de là à dire que non, il a gagné les JO. Cousin, Gio, faut arrêter t'as ça. pas gagné de titre, Bah il te oui. manque ce truc là. Faut arrêter Faut ça. arrêter de dire que non, truc. Ok, t'as une carrière riche et tout, y a pas de souci. Mais de là à dire que non, c'est bon, j'ai eu ce que je veux. Arrête de mentir.
Non, T'as ça, pas eu ton faut... titre. C'est ça, le gros faut- truc qui te manque. Moi, quand j'entends des joueurs dire non, mais voilà, j'ai la carrière que je souhaitais, C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. arrêtez. Moi, j'entends tellement de joueurs dire non, mais j'ai la carrière que je souhaitais, ça y est, c'est bon, arrêtez. Après, comparé à nous, oui, c'est sûr, il a Bah, accompli un rêve, il a joué un Nous, NBA, voilà, maintenant, on va pas se mentir. Nous, on a voulu, on s'est dit un jour, dans nos têtes, on se dit que ouais, notre but c'est d'être pro. Mais on a vu la réalité en fait. Bah, bien sûr. Que être pro, c'est beaucoup de sacrifices. Mhm. Et nos parents, ils n'étaient pas prêts à nous lâcher dans la nature comme ça par rapport au monde sportif dans lequel on est actuellement. Surtout aujourd'hui, c'est un monde de requins en termes on va dire de structure pour cadrer, etc. et tout. C'est compliqué. Quand je dis monde de requins, je m'entends, faut être bien encadré. Ouais. Faut être encadré, faut se structurer, faut que limite il n'y ait pas de faille en fait. Si on trouve la faille, ça y est, c'est fini et c'est mort. Mais voilà, certes, ce rêve-là, il l'a accompli. Mais t'as rêvé une NBA donc tu veux rien montrer. Ben non. Et, bon, franchement, je trouve que plus ça va, plus c'est le bordel. Tu regardes Jordan Poole. Oh, vas-y. Oh là là. Normalement, Oh là là, on est lui. d'accord que c'était le joueur. Pour moi, on s'attendait un peu à la trajectoire, toute proportion gardée, mais on s'attendait un peu à la trajectoire de la James Harden, dans le sens où il quitte une grosse team, pour qu'enfin il explose et pour qu'on puisse construire autour de lui. Bah oui. Mais là, il fait n'importe Mais quoi. pour moi, j'ai même vu aller plus loin. Pour moi, c'était un bébé Stephen Curry dans la façon de jouer. Il fait Mais là, n'importe quoi. temps mort. Le coach est assis. Toi, tu es en train de discuter avec tes coéquipiers. Mais ouais, pour la construction, voilà, moi, après, comme j'ai dit, j'ai donné des sites d'échecs, mais il y a eu des réussites. Et les réussites, on les a mentionnées un peu plus tôt. Ça a pris du temps pour que ça prenne, la mayonnaise prenne, mais quand elle a pris, elle a pris. Et je pense qu'aujourd'hui, faut pas se baser forcément sur les stats du joueur quand il était à la fac ou ce qu'il a été et tout. Il faut vraiment se baser sur la vision du coach en fait, par rapport à ce que le coach veut. Est-ce que le joueur que le coach a souhaité est dans la vision, est dans la même vision. Si c'est dans la même vision, à ce moment-là, tu peux tout construire. Mais s'il n'est pas dans la même vision, c'est pour ça qu'Iverson, pour moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est un échec, pas sa carrière. Parce qu'avoir une carrière comme la sienne, je ne sais pas si aujourd'hui, un joueur de 1m82 avec des baskets, parce qu'Iverson ne faisait pas 1m82 mais 1m77, les baskets ça rajoute 5 cm de plus. Donc ça il faut le prendre en compte. D'accord. Et un joueur de cette taille-là, avoir mis autant de points dans sa carrière, je ne pense pas qu'on en aura, il y en aura demain. Mais voilà, par rapport à la construction qui a été faite autour de lui, c'est un échec. Et il y en a beaucoup. Il y en a qui sont encore il y en a qui peuvent changer la tendance aujourd'hui. Mais voilà. En plus, on est en NBA par exemple, ils sont beaucoup plus frileux quand ils doivent faire un joueur de petite taille. Même si ça a changé. Hein. Bien sûr. On dirait qu'ils sont plus réticents. Tu prends à l'époque des Akilkar. T'as connu Akilkar? Ouais, Akilkar, oui. Le Crime Stopper. Ouais, exactement. Bah, après, lui, il fait même pas 1m75, je crois, comme ça. Mais bon, on va pas se mentir. Mais après, moi, en tout cas, ce que je trouve important pour justement les attributs d'un joueur autour duquel tu peux construire, c'est aussi, bon, il y a le talent bien sûr, il y a le côté hors norme, c'est vrai, mais il y a aussi effectivement la transmission. Je m'explique, par exemple, tu regardes Jordan, par exemple, c'est un tyran de ouf, mais à un moment donné, il a réussi à faire en sorte que les autres joueurs sont dans le même mood que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois qu'ils ont capté ça, il y a Kobe aussi, c'était pareil. Hein. Et une fois qu'ils ont capté ça, imbattable. Surtout Bulls 96. Et je le dis encore, hein, ça reste la meilleure équipe de tous les temps. Les gens me parlent de Golden State 2017. Ils n'ont pas pris le titre. Non, laissez ça. Pour conclure. Laissez ça. Même si 2016. 2016, ouais. Même si 2016, ouais, voilà. Ils étaient un joueur. Ils ont un job, mais non, laissez ça, pardon. Donc bon, moi, en tout cas, le joueur autour duquel tu peux construire, c'est ceux qui ont plusieurs attributs, qui sait montrer l'exemple et qui a l'intelligence aussi. C'est ça, intelligence de jeu. Et qui sait transmettre. Exact. Parce que s'il prend tout pour lui, ce que Jordan faisait au début, mais après il a compris qu'il fallait jouer en équipe, s'il prend tout pour lui, à un moment donné, non, ça va se casser la gueule. Ah oui. Il faut savoir lâcher la gonfle aussi. C'est ça. Il faut savoir mettre sa fierté de côté
pour penser, par exemple, pour le dernier titre, tu sais que sur la plupart du temps, c'est toi qui l'auras, mais des fois, à des moments clés, il faut savoir. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, j'irai même plus loin. Il y a des soirs même où rien ne va rentrer. Ouais. Et que ton coéquipier est plus chaud que toi, il faut savoir lui lâcher le ballon à ce moment-là. Et malheureusement, pour certains, c'est compliqué de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui ont des carrières un peu en dents de scie parce que ils ont ce côté égo qui prend le dessus sur le côté équipe. Ouais, et c'est dommage. Donovan Mitchell, si tu nous entends, on a fait un peu le tour, mais en gros, moi je pense que. Après, je te donnerai ton avis. Hein. Moi je pense qu'il faudrait construire autour d'un mec qui sait lâcher du lest, qui sait faire participer son équipe, qui a l'intelligence et qui sait aussi prendre les choses en main. Tu prends un Wembanyama, pour moi, on peut construire autour de lui. Parce qu'en plus, à son âge, il est déjà mature. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que je sais pas pourquoi il n'a jamais soit dans la main, parce qu'on lui donne pas de ballon, donc il peut pas s'exprimer comme il voudrait. Mais au moins, c'est un mec qui même dans ce qu'il dit, hein, il applique sur le terrain, c'est un mec qui joue pas seulement pour lui, mais qui joue aussi pour les autres. Tu vois, il fait des passes, il fait des trucs, voilà. Et il sait se réveiller quand il le faut. Par exemple, tu vois, sur tout un match, il peut être bof, quatrième carton, là, il commence à s'enflammer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu tôt, hein. Il est jeune. Ouais, il est jeune, il a des indices. Il a le temps. Mais concrètement, moi, tu m'as dit Wembanyama, j'ai dit Holmgren. Ouais, Holmgren, pareil. C'est trop fort. Holmgren, pareil. Donc, pour moi, ces deux gars-là, je peux construire autour d'eux. Même si leur physique actuellement est encore frêle, mais ils sont encore tout jeunes, ils ont que 19 et 20 ans. Ils ont encore 20 ans avant de jouer, ils ont encore 20 ans avant de jouer, donc ils ont le temps encore de changer leur jeu, leur façon d'être, etc. Et là, quand tu compares les deux équipes, Wembanyama il est beaucoup plus concerné parce qu'il y a des petits joueurs autour de lui, mais alors qu'à OKC, il y a des mecs déjà confirmés. Les Shai, les Luguetzdorf, tout ça. Ouais. Mais à Wembanyama, c'est un peu bon. Il y a Keldon Johnson, Devin Vassell, tout ça, ça va, ça joue, mais c'est pas encore. Mais c'est pas voilà. À son niveau, quoi. Mais Wembanyama, là, il est on ne peut plus concerné. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Donc là, ils n'ont pas le choix que de construire autour de lui. Si ils font des trucs bizarres et tout, ça va se casser la gueule. Alors que Wembanyama, là, il est déjà dans un système qui est déjà bien en place, tout ça. Il peut aller en playoff. Oui, mais après, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour Wembanyama. Là, c'est l'apprentissage. Oui, bien sûr. C'est l'apprentissage. Là, c'est l'année où il apprend la transition. Mais après, je pense que d'ici 2-3 ans, je m'inquiète pas. J'étais le premier à dire que ouais, vas-y, par rapport à son physique et tout. Mais là, il montre que ouais, en vrai, qu'il était déjà au niveau. Donc, en plus, il a pris du gars quand même. Oui, ça se voit. Ça se voit. Donc, et là, il va encore en prendre plus. Donc, après, il ne faut pas qu'il en prenne trop par rapport à son jeu actuel. Il faut qu'il ait quand même qu'il reste quand même assez slim par rapport au corps qu'il a et au jeu qu'il a pour ne pas perdre certaines choses. Parce que forcément, quand tu te muscles, tu deviens un peu plus lent et tu perds un peu de ton jeu. Donc, ton jeu change. Et il faut qu'il garde ça. Mais après, je pense qu'il va devoir changer un peu son jeu quand même parce que tu prends les LeBron James, tu compares à la fac, au lycée, pardon, même à ses débuts, il était beaucoup plus fit que maintenant. Par contre, maintenant, il a un jeu beaucoup plus efficace. Oui, bien sûr. Ah oui. Donc, de toute façon, comme Yanis, les gens disent non, Yanis, mais au début, Yanis, il savait jouer au ballon. Oui, il savait jouer. C'est juste que là, les gens, ils voient un mec qui rentre partout, il est là, personne, unstoppable, c'est un train, le gars, c'est un camion. Mais Yanis, il sait jouer. Oui, il sait jouer. Tu sais, il y a Arenas quand il disait un truc. Non, Yanis sait jouer. En plus, il vient de la Grèce. Qui écoute Arenas, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Avec un flingue. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, non. Après, moi, je pense qu'il va devoir, en tout cas, pour passer un step à un autre step, il va devoir modifier son jeu de toute façon pour être plus efficace. Du gars aussi, parce qu'il va se. Oui, c'est pour ça que je m'inquiète pas pour eux, c'est une question de temps. Donc, voilà. Tu es une star, on veut qu'on soit autour de toi, il faut être intelligent, il faut tout un tas de critères pour justement faire en sorte qu'on construise autour de toi. Si t'es comme des Jordan Poole, des couillons comme ça, ou si t'es comme des. Comment il s'appelle l'autre là. Merde. Bon, tellement il m'a énervé, j'ai oublié son nom. Jamorant. Des Jamorant. Vas-y, Jamorant, alors toi. T'as encore une chance. Non, mais on attend voir quand ça va bien ce que ça va donner. À ce moment-là, parce qu'on construit autour de lui, mais il est con. Non, mais je pense que lui, c'est comme Everson en fait. C'est l'entourage qui le pourrit un peu. Puis même, je pense qu'à un moment donné, il aura ses limites parce que c'est bien beau de mettre des 50 points. Mais. Déjà, il y a un truc déjà dans son jeu qu'il doit travailler, c'est son tir. Parce que mon Dieu, quand ça rentre pas là, c'est compliqué. Hein. Gars, moi je préfère que tu me mettes 20-25 points
mais tu fais briller les gars autour de toi. Tout le monde ait la même énergie. Parce que là, il y a des mecs autour de lui. Les Desmond Bain, tout ça. Surtout Desmond Bain. Là, vous créez une team. Même Gary Jackson, là. Ouais. Tout. Mais bon, tu mets des dingues, des trucs. Lâche la balle, mec. Non, après, je pense que. Non, je pense que ouais. Le temps fera qu'il va changer son jeu. Mais c'est juste l'attitude, juste le sérieux, en fait. Ouais. 2 fois avec un gun, une caméra, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un gun en plastique. Peu importe, on t'a attrapé. C'est ça, on t'a eu. Donc, hein, j'aimerais si tu nous entends aussi. Hein. Voilà, hein. Donc je crois qu'on conclut là-dessus. Ouais. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Surtout, faites tourner autour de vous. Game Talk, ça arrive droit sur vous. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas. Donc, on est ouvert. Yep.